Je m'appelle Antoine, et je croyais savoir à quoi ressemblait l'amour jusqu'au moment où ma fiancée m'a montré qui elle était vraiment. C'est arrivé lors de ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie, devant 260 invités, quand Camille a regardé ma mère et a prononcé les mots qui allaient mettre fin à notre relation de 3 ans pour toujours. La matinée du 15 juin avait commencé exactement comme je l'avais imaginé. L'église Saint-Roch à Paris était décorée de lys blancs et de gypsophiles, la lumière du soleil traversait les vitraux, projetant des motifs arc-en-ciel sur l'autel en marbre. Je me tenais à l'avant dans mon costume bleu marine, regardant les invités remplir les bancs en bois. Mes mains étaient fermes, mon cœur rempli de joie. À 42 ans, j'avais enfin trouvé la femme avec qui je voulais passer ma vie. Ma mère, Madeleine, était assise au premier rang, portant la simple robe bleue que nous avions choisie ensemble le mois dernier. À 68 ans, elle gardait toujours cette dignité silencieuse qui venait d'une vie de dur labeur dans notre ferme familiale en Normandie. Ses mains, burinées par des années à prendre soin de la terre, étaient sagement croisées sur ses genoux. Elle avait conduit 3 heures depuis le domaine de Valmont ce matin-là, et je voyais qu'elle était nerveuse, mais essayait de ne pas le montrer. La famille de Camille occupait l'autre côté de l'église comme si l'endroit leur appartenait. Son père, Arnaud, portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ce que ma mère gagnait en 2 mois en vendant ses œufs et ses légumes au marché du village. Sa mère ruisselait de bijoux, chaque pièce soigneusement choisie pour étaler leur richesse parisienne. Dès le début, ils avaient clairement fait comprendre qu'ils toléraient mes origines provinciales, mais qu'ils ne les approuvaient pas particulièrement. La musique a commencé et Camille est apparue au fond de l'église. Elle était éblouissante dans sa robe de créateur à 9000 €, chaque détail était parfait, de sa coiffure réalisée par un professionnel à ses chaussures incrustées de diamants. Elle glissait dans l'allée centrale comme si elle flottait, son sourire rayonnant tandis que nos invités se levaient pour la regarder approcher. Tout était parfait, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Nous avons échangé des vœux que j'avais mis des semaines à écrire, promettant de nous aimer et de nous honorer à travers toutes les épreuves de la vie. Quand le prêtre nous a déclarés mari et femme, je l'ai embrassé avec tout l'amour que j'avais dans le cœur. Les invités ont applaudi à tout rompre, et à cet instant précis, le monde semblait parfaitement à sa place. Mais ensuite est venue la ligne de réception. Les membres de la famille et les amis se sont approchés pour présenter leurs félicitations, et je regardais avec fierté Camille accepter gracieusement leurs vœux. Elle était dans son élément, charmante et élégante, tout ce que je pensais vouloir chez une partenaire. Ma mère a attendu patiemment vers la fin, laissant les autres passer en premier, comme à son habitude. Quand ce fut enfin son tour, ma mère s'est approchée de nous avec ce sourire timide qu'elle arborait toujours face à l'entourage mondain de Camille. Elle avait fait tellement d'efforts ces 3 dernières années pour s'intégrer, pour être acceptée par des gens qui vivaient dans un monde complètement différent du nôtre. « Félicitations, vous deux », a dit doucement ma mère, tendant d'abord les bras pour m'enlacer. Son étreinte était chaleureuse et sincère, sentant légèrement le savon à la lavande qu'elle utilisait depuis toujours, mélangé à cette honnête odeur de terre qui semblait s'accrocher à elle, peu importe à quel point elle se frottait. Puis elle s'est tournée vers Camille, ouvrant les bras pour ce que je pensais être une simple étreinte sincère entre 2 femmes qui m'aimaient toutes les deux. C'est là que mon monde a volé en éclats. Camille a reculé d'un pas, le nez plissé de dégoût. « Oh non », a-t-elle dit assez fort pour que les gens autour de nous l'entendent. Elle sent le fumier. Éloignez cette bouseuse de moi. Les mots ont frappé l'air comme un coup physique. Les conversations autour de nous se sont arrêtées au milieu d'une phrase. J'ai senti le corps de ma mère se raidir à côté de moi, ses bras retombant le long de son corps comme si elle avait été giflée. Son visage a perdu toutes ses couleurs, mais elle n'a pas dit un mot. Elle ne le faisait jamais quand les gens la blessaient. Quelques amis de Camille ont laissé échapper des petits rires nerveux. Sa cousine a carrément ri aux éclats. « Oh mon Dieu, Camille », a-t-elle chuchoté. « Tu es terrible. » Mais elle souriait en le disant, comme si ce n'était qu'une plaisanterie inoffensive. Je suis resté là, figé, regardant le visage de ma mère se décomposer. Cette femme qui m'avait élevé seule après la mort de mon père quand j'avais 12 ans, qui avait fait des journées de 18 heures pour faire tourner notre ferme et me payer mes études d'ingénieur en génie civil, qui n'avait jamais rien demandé d'autre que d'être traitée avec une dignité humaine fondamentale. « Camille », ai-je dit, la voix à peine contrôlée, « présente tes excuses à ma mère immédiatement. » Elle m'a regardé comme si j'étais ridicule. « Antoine, franchement. » Elle aurait dû faire un effort pour se laver avant de venir. C'est le jour de notre mariage, pas le comice agricole du coin. De nouveaux rires ont éclaté du côté de sa famille.
J'ai regardé autour de moi ces gens que j'avais essayé d'impressionner pendant 3 ans, les regardant traiter ma mère comme quelque chose à tolérer au mieux, à moquer au pire. Ces gens qui n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemblait le vrai travail, qui avaient hérité de leur richesse au lieu de la gagner. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que l'enveloppe dans la poche intérieure de ma veste semblait brûler plus lourdement contre ma poitrine. L'enveloppe que je trimballais depuis 2 semaines, celle du notaire de mon père que je n'avais pas eu le courage d'ouvrir, celle qui allait tout changer si ce que je soupçonnais était vrai. « Enlève la bague », ai-je dit doucement. Camille a cligné des yeux. « Quoi ? Enlève la bague. Ce mariage est annulé. » L'église a plongé dans un silence absolu. 260 personnes retenant leur souffle, regardant un marié détruire son propre mariage en direct. La bouche de Camille s'est ouverte, son maquillage soigneusement appliqué paraissant soudain criard sous la dure réalité du moment. « Antoine, tu es ridicule », a-t-elle bégayé. C'était juste une blague. Elle ne sait pas prendre une blague ? J'ai regardé ma mère, toujours debout avec sa dignité intacte malgré l'humiliation. Puis j'ai regardé Camille, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un capable de détruire nonchalamment une autre personne et d'appeler ça de l'humour. La blague, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende, c'est que tu n'as aucune idée de ce que tu viens de jeter. J'ai glissé la main dans ma veste et j'ai sorti l'enveloppe scellée, celle qui me brûlait les doigts depuis 14 jours, celle que j'avais eu peur d'ouvrir parce qu'elle risquait de tout changer. Maintenant, je réalisais que c'était déjà fait. Mais tu vas bientôt le découvrir. Camille a fixé l'enveloppe, son visage passant de la confusion à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Autour de nous, sa famille commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple querelle d'amoureux. C'était bien plus grave. Je me suis tourné vers ma mère, prenant sa main tremblante dans la mienne. « Viens, maman. On rentre à la maison. » Alors que nous redescendions l'allée ensemble, laissant derrière nous 260 invités sous le choc et une mariée toujours plantée devant l'autel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé en 3 ans d'efforts pour m'intégrer dans le monde de Camille. Je me suis senti libre. Les immenses portes en bois de l'église se sont refermées derrière nous avec une finalité qui a résonné dans ma poitrine. Dans ma poche, l'enveloppe semblait vibrer de possibilités. Demain, tout serait différent. Demain, Camille apprendrait exactement quel genre d'erreur elle venait de commettre. Le trajet de retour vers le domaine de Valmont s'est fait dans un lourd silence. Ma mère était assise sur le siège passager de mon SUV, regardant la campagne verdoyante que nous aimions tous les deux, ses mains croisées si fort sur ses genoux que ses jointures avaient blanchi. Elle n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté l'église, mais je pouvais sentir sa douleur irradier dans le petit habitacle comme la chaleur d'un fourneau. « Maman », ai-je commencé, mais elle a levé une main burinée. « Ne dis rien », a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, Antoine. »« Je vais bien. » Mais elle n'allait pas bien. Je le voyais à la façon dont ses épaules se courbaient, comme si elle essayait de se faire plus petite, invisible. C'était la même posture qu'elle avait adoptée quand la famille de mon père l'avait traitée comme une étrangère il y a 45 ans, quand ils avaient fait comprendre qu'une fille de fermier n'était pas assez bien pour leur fils. La même expression qu'elle avait eue quand mon père était mort et l'avait laissée affronter leur jugement toute seule. Je me suis garé dans notre allée en gravier, le crissement familier des pierres sous les pneus étant habituellement un son réconfortant. Ce soir-là, il sonnait creux. La ferme normande était exactement comme nous l'avions laissée le matin même, les colombages brillants sous le soleil couchant, les granges rouges se dressant fièrement contre les champs verts qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. La maison. L'endroit où j'avais appris à quoi ressemblaient les vraies valeurs. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis notre départ de l'église. Texto après texto, appel après appel. Je les avais tous ignorés, mais la curiosité a fini par l'emporter. 23 appels manqués de Camille. 15 messages. Des messages vocaux qui s'accumulaient si vite que mon téléphone avait du mal à suivre. Les textos commençaient par des excuses. « Antoine, s'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. » Puis il devenait désespéré. « Tu m'humilies devant tout le monde. C'est puéril. » Et finalement, il devenait furieux. « Tu viens de ruiner le jour le plus important de ma vie pour rien. Rien. Pour rien. » Elle pensait qu'humilier ma mère devant 260 personnes n'était rien. Mais c'est le message vocal de son père qui m'a glacé le sang. « Antoine, c'est Arnaud. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais tu dois réfléchir à ça de manière rationnelle. Camille est très émotive en ce moment, mais elle va se calmer.
L'important, c'est que vous avez un avenir ensemble. Nous avons trop investi dans cette relation pour que tu jettes tout en l'air pour un malentendu. Appelle-moi. Il faut qu'on discute. Trop investi? Comme si notre relation était un accord commercial qu'il avait financé. J'allais supprimer le reste quand un autre message a attiré mon attention. Celui-ci venait de la sœur de Camille, Élodie, qui m'avait toujours semblé différente du reste de sa famille, plus authentique. Antoine, je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ce que Camille a dit. Tu peux m'appeler? C'est important. Ma mère avait disparu dans la cuisine, faisant ce qu'elle faisait toujours quand elle était contrariée, cuisiner. J'entendais le cliquetis des casseroles, les bruits familiers d'une femme essayant de surmonter sa douleur en gardant les mains occupées. L'odeur de son pot-au-feu se répandait dans la maison, un parfum qui avait été la toile de fond de toute mon enfance. J'ai rappelé Élodie. Antoine, Dieu merci, a-t-elle répondu dès la première sonnerie. Tu vas bien? Ce que tu as fait aujourd'hui, il fallait du cran. Qu'est-ce ce que tu voulais me dire? Il y a eu un long silence. Je ne devrais probablement pas dire ça, mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Camille parle de ta mère depuis des mois, de ce qu'elle prévoit de faire après votre mariage. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Quel genre de projet? Elle veut la placer dans une institution, Antoine. Un EHPAD. Elle a fait des recherches sur des établissements, elle a parlé à des avocats pour savoir comment s'y prendre. Elle pense que ta mère devient trop vieille pour vivre seule à la ferme, et elle ne veut pas du fardeau de s'occuper d'elle. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Quoi? Elle a dit qu'une fois mariée, elle aurait de l'influence sur les décisions familiales. Elle a prévu de te convaincre que c'est pour le propre bien de ta mère. Il y a pire, Antoine. Elle a parlé de vendre la ferme. Elle pense que c'est un gâchis de terre précieuse qui pourrait être développé. Je me suis laissé tomber dans le vieux fauteuil de mon père, le cuir usé et lissé par des décennies d'utilisation. Le fauteuil où il m'avait appris la responsabilité, le fait de prendre soin de sa famille, la valeur du travail honnête. Le même fauteuil où il m'avait fait promettre, juste avant de mourir, de toujours prendre soin de ma mère. Elle ne comprend pas, a continué Élodie, la voix de plus en plus pressante. Elle pense que ta mère n'est qu'une pauvre vieille femme assise sur des terres agricoles sans valeur. Elle n'a aucune idée de ce que vaut réellement cette propriété, n'est-ce pas? Comment ça? Antoine, je travaille dans la promotion immobilière. Je suis passé devant votre ferme une douzaine de fois, et ce sont des terres de premier choix. L'emplacement, la superficie, le potentiel de développement. Si quelqu'un voulait la vendre, il pourrait en tirer des millions. Camille croit qu'elle va hériter d'une ferme délabrée. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle obtiendrait vraiment. Mais moi, je le savais. Je le savais grâce à l'enveloppe qui me brûlait toujours la poche de ma veste. L'enveloppe que j'avais finalement trouvé le courage d'ouvrir pendant le trajet du retour. L'enveloppe qui contenait des documents prouvant que ma mère, si discrète et humble, possédait pour 11 millions d'euros de terres agricoles de premier choix et de terrains constructibles. Une propriété qui appartenait à notre famille depuis plus d'un siècle, transmise de génération en génération par des gens qui en comprenaient la vraie valeur. Des terres qui généraient près de 1,8 million d'euros par an de revenus grâce à des baux ruraux et écologiques soigneusement gérés que ma mère n'avait jamais pris la peine de mentionner à personne, pas même à moi. Élodie, ai-je dit lentement. Depuis combien de temps Camille prépare-t-elle ses plans? Des mois, peut-être plus. Elle était tellement excitée à l'idée de t'éloigner enfin de toutes ces absurdités de la ferme, comme elle l'appelle. Elle n'arrête pas de parler de la vie que vous aurez une fois que tu seras libéré de tes obligations là-bas. Libéré de mes obligations. Libéré de ma mère. Libéré de la vie qui avait fait de moi l'homme que j'étais. Il y a autre chose, a dit Élodie, sa voix baissant presque jusqu'au murmure. Elle rencontre quelqu'un, un avocat ou un notaire. Elle ne veut dire à personne de qui il s'agit, mais elle est très secrète à ce sujet. Antoine, je crois qu'elle planifie ça depuis très longtemps. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans le fauteuil de mon père, écoutant ma mère s'affairer dans la cuisine, pensant à la femme que j'avais failli épouser, la femme qui m'avait souri tout en prévoyant de détruire tout ce que j'aimais, qui m'avait regardé dans les yeux et promis d'honorer ma famille tout en complotant secrètement pour la déchirer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Camille. Antoine, tu es ridicule. Reviens et on fera comme si de rien n'était. Je m'excuserai même auprès de ta mère si ça te fait du bien.
Si ça me fait du bien. Comme si ma mère était un simple inconvénient à gérer. J'ai marché jusqu'à la cuisine où ma mère se tenait devant la cuisinière, remuant son pot-au-feu que ni l'un ni l'autre n'allions manger. Ses épaules étaient toujours voûtées, portant toujours le poids de l'humiliation de la journée. « Maman » ai-je dit doucement. « Il faut qu'on parle. » Elle s'est retournée et j'ai vu que ses yeux étaient rouges mais secs. Madeleine n'avait jamais été du genre à pleurer devant les autres. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, Antoine, mon chéri, je ne veux pas que tu te sentes mal. Je parle de la ferme, l'ai-je interrompu. De ce que papa t'a laissé. De la raison pour laquelle tu ne me l'as jamais dit. Elle s'est immobilisée, la cuillère en bois figée dans sa main. Tu l'as ouverte, a-t-elle dit doucement. L'enveloppe. J'ai sorti les documents de ma veste, les papiers qui prouvaient que ma mère valait plus que toutes les personnes présentes à ce mariage réuni. Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Elle s'est retournée vers la cuisinière, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Parce que je ne voulais pas que l'argent change la façon dont les gens te voyaient, ou me voyaient. Ton père et moi, nous avons construit quelque chose de vrai ici, quelque chose d'honnête. L'argent a tendance à faire oublier aux gens ce qui compte vraiment. Mais en la regardant se tenir là, essayant toujours de me protéger même après ce qu'elle avait enduré aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Camille n'avait pas seulement insulté ma mère. Elle avait révélé exactement qui elle était. Et demain, quand la vérité éclaterait, elle allait apprendre ce que signifiait une vraie perte. Mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Camille s'est affiché sur l'écran. Cette fois, j'ai décroché. Antoine. La voix de Camille est passée à travers le téléphone, mielleuse et calculée. Bébé, j'ai repensé à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais que j'étais stressé et j'ai peut-être dit des choses que je ne pensais pas. Pourquoi tu ne reviens pas? Tout le monde t'attend à la réception. J'ai regardé ma mère, toujours debout près de la cuisinière, dos à moi, tout son corps tendu alors qu'elle écoutait la conversation. La même femme que Camille avait traitée de bouseuse quelques heures plus tôt était maintenant quelqu'un avec qui elle voulait arrondir les angles, tant que ça lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait. Camille, ai-je dit d'une voix parfaitement calme. Je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Bien sûr, mon cœur, je t'écoute. Ma mère n'est pas une pauvre paysanne assise sur des terres sans valeur. Il y a eu un blanc. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai sorti les documents de ma veste, ce qui avait tout changé. Le domaine de Valmont. Les terres que tu prends pour une ferme familiale en ruine. Elles valent 11 millions d'euros. Silence à l'autre bout du fil. Antoine, c'est impossible. Ce ne sont que des terres agricoles au milieu de nulle part. Non, Camille. Ce sont 1200 hectares de terres agricoles de premier choix avec des droits de construction que mon arrière-grand-père a achetés quand la terre ne coûtait rien. Elles sont actuellement louées à des entreprises d'agriculture durable et génèrent près de 1,8 million d'euros de revenus annuels. Ma pauvre mère bouseuse vaut plus que toute ta famille réunie. Je l'ai entendu retenir son souffle. Tu mens. Vraiment? La femme que tu viens d'humilier devant 260 personnes possède l'un des plus grands domaines agricoles privés de la région. La femme que tu as traitée de bouseuse pourrait acheter et revendre l'entreprise de ton père sans même y penser. Ma mère s'est retournée, les yeux écarquillés. Même elle ne connaissait pas la valeur actuelle exacte. La lettre du notaire contenait des évaluations actualisées et des études de marché qui dressaient le portrait d'une richesse dépassant tout ce que nous avions imaginé. La voix de Camille était devenue très faible. Ce n'est pas possible. Tu n'as jamais parlé d'argent. Tu conduis un vieux SUV. Tu vis dans cette petite maison. Si ta famille a de l'argent, pourquoi vivez-vous comme ça? Parce que contrairement à ta famille, nous comprenons la différence entre avoir de l'argent et être possédé par lui. Ma mère a choisi de vivre simplement parce qu'elle valorise la terre, pas le profit qu'elle génère. Il y a eu un long silence. Quand Camille a repris la parole, sa voix avait complètement changé. Fini le ton dédaigneux, remplacé par quelque chose de désespéré et de calculateur. Antoine, bébé, je crois qu'il y a eu un malentendu. J'étais juste nerveuse à cause du mariage. Tu sais comment je deviens quand je suis stressée. Je n'aurais jamais voulu blesser ta mère intentionnellement. C'est la famille, maintenant. Non, ai-je dit doucement. Elle n'est pas ta famille, parce qu'il n'y aura pas de mariage, parce que je suis au courant de tes plans. Quels plans? L'EHPAD, Camille?
Les notaires que tu as rencontrés en secret? Ton plan pour faire déclarer ma mère incapable afin de prendre le contrôle de ses biens. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, elle a parlé, et toute prétention avait disparu. Comment l'as-tu découvert? Est-ce que ça a de l'importance? La question est, depuis combien de temps planifiais-tu ça? Depuis combien de temps fais-tu semblant de m'aimer tout en complotant pour détruire ma famille? Antoine, tu ne comprends pas. Ta mère est âgée. Elle ne devrait pas vivre seule sur cette immense propriété. Ce n'est pas sûr. Et la terre, elle est gâchée. Nous pourrions la développer, créer des emplois, construire quelque chose de significatif. Quelque chose de rentable, tu veux dire? Qu'y a-t-il de mal à ça? Pourquoi devrait-elle simplement rester là à générer des impôts alors qu'elle pourrait être mieux utilisée? J'ai senti une rage froide s'installer dans ma poitrine. Mieux utilisée. Comme des centres commerciaux et des lotissements de luxe. Comme le progrès, Antoine, comme rejoindre le monde moderne au lieu de jouer aux fermiers. Le monde moderne. J'ai regardé autour de moi la cuisine où j'avais pris des milliers de repas, où ma mère m'avait soigné pendant les maladies de mon enfance, où mon père m'avait appris la responsabilité et l'honneur. Tu veux dire ton monde? Le monde où les gens sont jetables s'ils ne correspondent pas à ton image. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Laisse-moi te dire ce qui est juste, Camille. Ce qui est juste, c'est le fait que tu viens de perdre l'accès à une fortune parce que tu as été incapable de montrer un respect basique à la femme qui l'a gagnée. J'entendais des voix en arrière-plan maintenant. Des chuchotements urgents. Elle n'était pas seule. Antoine, a-t-elle dit, et maintenant sa voix tremblait. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste en parler face à face? Je vais venir à la ferme. On peut s'arranger. Non, tu n'es pas la bienvenue ici. Tu l'as très clairement montré aujourd'hui quand tu as dit que ma mère sentait le fumier et que tu l'as traitée de bouseuse. J'étais bouleversé. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. Mais tu le pensais, n'est-ce pas? Tu as méprisé ma famille pendant 3 ans. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant tu sais ce que tu as perdu. Les voix en arrière-plan devenaient plus fortes. Je pouvais distinguer la voix de son père, sèche et exigeante. Sa mère disait quelque chose à propos du contrôle des dégâts. Ma famille veut te parler, a dit Camille. Je n'en doute pas. Antoine, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut réparer ça. Tout ce que tu veux, on peut s'arranger. Ce que je veux, ai-je dit en regardant ma mère, qui m'observait avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté, c'est que tu ne contactes plus jamais ma famille. Tu n'es pas sérieux, pour un seul commentaire, une seule erreur. Ce n'était pas une erreur, Camille. C'était ce que tu es vraiment. J'entendais clairement son père en arrière-plan maintenant, très agité. Donne-moi le téléphone, disait-il. Laisse-moi lui parler. Antoine, la voix de Camille était désespérée. Maintenant, mon père veut te parler. Il pense qu'on peut régler ça comme des adultes. Dis à ton père que les adultes n'humilient pas les femmes âgées au mariage. Les adultes ne complotent pas pour voler les biens familiaux. Les adultes ne traitent pas les gens de bouseux parce qu'ils travaillent avec leurs mains. S'il te plaît, Antoine, ne jette pas 3 ans à la poubelle pour ça. Je ne jette rien à la poubelle. Tu l'as déjà fait. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du doux frémissement du pot-au-feu sur le feu. Ma mère se tenait là, me regardant avec des larmes dans les yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'humiliation. Je suis fière de toi, a-t-elle dit doucement. Maman, je suis désolée. J'aurais dû savoir ce qu'elle préparait. J'aurais dû mieux te protéger. Elle a traversé la cuisine et a pris mes mains dans les siennes, les mêmes mains qui avaient travaillé cette terre pendant 40 ans, qui avaient construit quelque chose de vrai et de durable, pendant que des gens comme Camille couraient après les apparences et le statut. Tu m'as protégé, a-t-elle dit. Tu as choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était facile. C'est plus que ce que la plupart des gens feraient. Mon téléphone vibrait à nouveau, mais je l'ai ignoré. Qu'il panique. Qu'il réalise ce qu'il avait perdu. Demain, quand la nouvelle se répandrait sur ce qui s'était réellement passé au mariage, quand les gens apprendraient que Camille avait insulté l'une des femmes les plus riches de la région, les conséquences sociales seraient dévastatrices. Mais ce soir, je suis resté assis dans la cuisine avec ma mère,
mangeant son repas chaud, et l'écoutant raconter des histoires sur mon père, sur la façon dont ils avaient construit cette vie ensemble, un jour honnête à la fois. Pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression d'être à la maison. Dehors, le soleil se couchait sur des terres qui appartenaient à notre famille depuis des générations. Des terres qui allaient rester dans notre famille pour les générations à venir. Des terres que Camille ne toucherait jamais, ne développerait jamais, ne détruirait jamais. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas répondu. Mais quelque chose me disait que le lendemain allait être très intéressant. Le matin qui a suivi ce qui aurait dû être le jour de mon mariage est arrivé avec ce genre d'air vif de juin qui donne l'impression que tout est possible. J'avais mieux dormi que depuis des mois, enfin libéré de l'anxiété que je n'avais même pas conscience de porter. Mais cette paix a été brisée à 7h30 quand mon téléphone a sonné. C'était encore Élodie. Antoine, il faut que tu viennes à l'appartement de Camille tout de suite. J'enfilais déjà mes vêtements. Qu'est ce qui se passe? Elle est partie. Elle a filé cette nuit, mais elle n'a pas tout emporté. Et ce qu'elle a laissé derrière elle. Antoine, il faut que tu vois ça. 20 minutes plus tard, je me tenais sur le pas de la porte de l'appartement de luxe parisien que les parents de Camille payaient. 2800 € par mois pour un endroit tout en plan de travail en marbre et en meubles de designer, le genre d'espace qui avait l'air impressionnant mais ne ressemblait jamais à un foyer. Élodie m'a accueilli à la porte, le visage grave. Elle a vidé les lieux à toute vitesse. La plupart de ses vêtements ont disparu, ses bijoux, son passeport, mais elle a laissé son bureau tel quel. Le bureau était un véritable chaos de papier, comme si quelqu'un avait fouillé les tiroirs à la hâte. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était ce qui était étalé sur le dessus. Des documents avec le nom de ma mère dessus. Des papiers légaux que je n'avais jamais vus auparavant. Je t'ai appelé à la seconde où j'ai trouvé ça, a dit Élodie en me tendant une chemise cartonnée. Antoine, je crois que ton ex-fiancé a été bien plus occupé qu'aucun de nous ne le réalisait. J'ai ouvert le dossier et j'ai senti mon sang se glacer. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents qui semblaient montrer ma mère en train de signer des papiers. Des papiers qui donnaient à Camille une procuration totale et un mandat de protection future sur ses affaires. Des documents datés d'il y a seulement 2 semaines. Ce sont des faux, ai-je dit immédiatement. Ma mère ne signerait jamais une chose pareille. Je sais, a dit doucement Élodie. Mais regarde la page suivante. C'était un certificat médical prétendument rempli par un certain docteur Henri Martel au CHU. Le formulaire déclarait que Madeleine, 68 ans, présentait des signes de démence et de perte de mémoire suffisamment graves pour avoir un impact sur sa capacité à prendre des décisions. Il recommandait qu'elle soit placée sous la tutelle d'un gardien qualifié. Mes mains tremblaient alors que je lisais les mensonges tapés en rangées soignées et professionnelles. Confusion sur les dates et les heures, incapacité à gérer ses finances, déclin de l'hygiène personnelle. Chaque mot était une pure invention, mais rédigé avec l'autorité d'un professionnel de santé. Il y a pire, a dit Élodie en sortant un autre document. Celui-ci provenait d'un cabinet d'avocats et décrivait un plan pour faire déclarer ma mère sous curatelle renforcée et la placer au jardin du Crépuscule, un EHPAD de luxe pour seniors atteints de troubles cognitifs. Le coût, 7 000 € par mois. Près de 84 000 € par an pour entreposer ma mère dans un endroit qui lui enlèverait lentement sa dignité et son indépendance. Élodie, ai-je dit, la voix à peine stable. Comment savais-tu qu'il fallait chercher ça? Elle s'est effondrée dans le fauteuil en cuir blanc de Camille, passant ses mains dans ses cheveux. Parce que je l'ai aidée à chercher l'avocat. Elle m'a dit qu'elle faisait de la planification financière, qu'elle voulait s'assurer que ta mère serait prise en charge en vieillissant. J'ai cru qu'elle était attentionnée quand, il y a 3 mois, elle m'a demandé de l'aider à trouver quelqu'un spécialisé en droit des successions et tutelles. Elle a dit qu'elle voulait te surprendre par la qualité de sa préparation pour l'avenir de ta mère. La voix d'Élodie s'est brisée. Antoine, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle préparait réellement. J'ai feuilleté d'autres papiers, tous plus accablants les uns que les autres. Il y avait des plans pour des projets immobiliers avec des noms comme les terrasses de Valmont ou Domaine des Chênes, des brochures marketing décrivant une vie de luxe sur des terres agricoles historiques, des prévisions financières estimant les bénéfices à des dizaines de millions d'euros. Elle avait tout prévu, ai-je dit, plus pour moi-même que pour Élodie. Se marier. Faire déclarer maman incapable. La mettre dans une institution. Vendre les terres pour des projets immobiliers. Le certificat médical est un faux,
a affirmé Élodie. Ça doit l'être. J'ai appelé le CHU ce matin. Ils n'ont jamais entendu parler du docteur Henri Martel. Et la procuration, j'ai comparé la signature avec des cartes de vœux que ta mère avait envoyées à Camille. L'écriture ne correspond pas. Je me suis assis lourdement sur le canapé blanc immaculé de Camille. Le même canapé où elle avait planifié la destruction de ma famille tout en souriant et en parlant de notre avenir ensemble. Le même endroit où elle avait probablement ri de la facilité avec laquelle elle allait duper le simple garçon de la campagne pour qu'il adhère à son plan. Il y a autre chose, a ajouté Élodie à contre-cœur. J'ai trouvé des emails. Elle m'a tendu son téléphone et j'ai lu les messages entre Camille et un certain Marc Moreau, du groupe Moreau Immobilier. Les emails remontaient à 8 mois, soit toute la durée de nos fiançailles. Marc, le relevé cadastral confirme ce dont nous avons discuté. 1200 hectares, emplacement de choix déjà zoné pour un développement mixte. Estimation prudente, 40 millions d'euros de potentiel de revenus. Camille avait répondu, le calendrier reste inchangé. Mariage en juin. Lancement de la procédure de mise sous tutelle en juillet. La propriété devrait être disponible à l'achat d'ici l'automne. Marc est l'actuel propriétaire. Camille, elle sera installée en toute sécurité dans un établissement spécialisé où est sa place. Le fils ne posera pas de problème une fois qu'il aura compris que c'est pour le bien de sa mère. Je lisais email après email documentant une conspiration qui allait bien plus loin que ce que j'avais imaginé. Camille ne prévoyait pas seulement de voler la propriété de ma mère. Elle planifiait ça depuis le jour où je l'avais demandé en mariage. Antoine, a dit doucement Élodie. Il y a encore une chose. Elle a sorti un relevé bancaire du tiroir du bureau de Camille. Il montrait un dépôt effectué il y a 3 semaines, 45 000 € de la part du groupe Moreau Immobilier avec une note indiquant « Frais de consultation projet Valmont ». Elle avait déjà été payée, ai-je réalisé, la compréhension minondant. Ce n'était pas seulement un projet. Elle avait déjà vendu les terres de ma mère. L'acheteur attendait juste qu'elle en obtienne le contrôle légal. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Monsieur, ici Maître Leblanc, du cabinet d'avocats représentant le groupe Moreau Immobilier. Nous avons cru comprendre qu'il y avait quelques complications concernant le transfert de propriété du domaine de Valmont. Nous aimerions discuter de cette affaire avec vous dans les plus brefs délais. J'ai montré le message à Élodie. Son visage a pâli. Ils ne savent pas encore, a-t-elle dit. Ils ne savent pas que tu sais. Je me suis levé brusquement, très lucide sur ce que je devais faire. Élodie, j'ai besoin que tu m'aides à rassembler toutes ces preuves. Chaque document, chaque email, chaque bout de papier qui montre ce que Camille préparait. Qu'est-ce ce que tu vas faire? Je vais m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais blesser personne comme elle a essayé de blesser ma mère. Pendant que nous travaillions à organiser les preuves, j'ai repensé à tous les signaux d'alarme que j'avais ignorés. La façon dont Camille détournait toujours les conversations des détails spécifiques de la ferme, son insistance sur le fait que ma mère devenait trop vieille pour vivre seule, son intérêt soudain pour le droit des aînés et la planification successorale. J'avais cru qu'elle était prévenante. Au lieu de cela, elle faisait du repérage. Mon téléphone a sonné. Le nom de Camille s'est affiché, mais quand j'ai décroché, c'était la voix de son père. Antoine, on doit parler. D'homme à homme. Il y a des choses dans cette situation que tu ne comprends pas. En fait, Arnaud, je comprends parfaitement. Votre fille prévoyait de voler la propriété de ma mère depuis le jour où nous nous sommes fiancés. Elle a falsifié des documents, soudoyé des faux médecins et vendu des terres qui ne lui appartiennent pas. Silence à l'autre bout du fil. J'ai toutes les preuves, ai-je continué. Les faux certificats médicaux, les fausses procurations, les emails avec le groupe Moreau, le paiement de 45 000 € qu'elle a déjà reçu. Tout. Antoine, la voix d'Arnaud était devenue très prudente. Je crois qu'il y a un malentendu. Le seul malentendu, c'était le mien. J'ai vraiment cru que votre fille m'aimait. Elle t'aime. Toute cette affaire, ça a pris des proportions démesurées, mais ses intentions étaient bonnes. Elle voulait juste assurer votre avenir. En volant ma mère. En s'assurant que je ne serais pas lié à une ferme en faillite pour toujours. La cruauté désinvolte de ces mots m'a frappé de plein fouet. Même maintenant, même pris la main dans le sac, ils voyaient toujours ma mère comme un simple obstacle à leur plan. Arnaud, ai-je dit, la voix d'un calme mortel. Vous avez 24 heures pour que Camille rende ses 45 000 € au groupe Moreau et annule tout accord qu'elle a passé concernant la propriété de ma mère.
Si vous ne le faites pas, j'apporte ces preuves au procureur de la République et je les laisse décider combien de lois votre fille a enfreintes. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Élodie me regardait avec une sorte de respect mêlé de crainte. Tu vas vraiment le faire? A-t-elle demandé. Tu vas les détruire? Non, ai-je répondu en regardant la pile de preuves qui montrait jusqu'où Camille avait été prête à aller. Ils se sont détruits eux-mêmes. Je m'assure juste que tout le monde le sache. Le soleil de l'après-midi inondait l'appartement à travers les immenses baies vitrées de Camille, illuminant ce luxe payé avec de l'argent destiné à financer l'emprisonnement de ma mère. Mais d'ici demain, tout serait fini. Camille avait tout misé sur un mariage qui lui donnerait accès à une fortune. Au lieu de cela, elle avait tout perdu. Son fiancé, la réputation de sa famille, et très probablement sa liberté. Pendant que Élodie et moi mettions les preuves dans des cartons, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. De la gratitude. De la gratitude que Camille ait montré sa vraie nature avant qu'il ne soit trop tard. De la gratitude que la dignité de ma mère soit intacte. De la gratitude d'avoir appris la différence entre l'amour et la manipulation avant de signer ma vie à quelqu'un qui voyait ma famille uniquement comme des actifs à liquider. Demain, il y aurait des conséquences. Ce soir, je rentrais chez moi dîner avec la femme la plus riche de la région, ma mère. L'appel est arrivé à 6 heures du matin, 2 jours après que j'ai découvert l'ampleur de la trahison de Camille. J'étais assis sur le porche avec ma mère, buvant un café chaud et regardant le lever du soleil peindre nos champs en or, quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. Monsieur Antoine? La voix était professionnelle, directe. Oui. Ici le capitaine Sophie Laurent, de la police judiciaire. Nous avons reçu des informations concernant des documents frauduleux et un potentiel abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Seriez-vous disponible pour nous rencontrer ce matin? J'ai regardé ma mère, qui écoutait attentivement. Elle a hoché la tête une fois, ce hochement ferme qui signifiait qu'elle était prête pour la suite. Oui, capitaine. Nous y serons. 2 heures plus tard, ma mère et moi étions assis en face du capitaine Laurent et du procureur adjoint, Julien Mercier, dans une salle de conférence aseptisée qui sentait le café brûlé et l'administration. Entre nous se trouvaient les preuves que Élodie et moi avions rassemblées, les documents falsifiés, les faux certificats médicaux, les emails détaillant la conspiration de Camille avec le promoteur immobilier. Madame, a dit doucement le capitaine Laurent. Pouvez-vous confirmer que vous n'avez jamais signé ces documents de procuration? Ma mère a ajusté ses lunettes de lecture et a étudié les papiers avec l'attention minutieuse qu'elle accordait à tout ce qui était important. Capitaine, je n'ai jamais vu ces papiers de ma vie. Ce n'est pas ma signature. Et vous n'avez jamais été examiné par le docteur Henri Martel? Je consulte le docteur Dubois à l'hôpital de la ville depuis 23 ans. Je n'ai jamais entendu parler de ce docteur Martel. Le procureur Mercier s'est penché en avant. Madame, étiez-vous au courant que quelqu'un prévoyait de vous faire déclarer mentalement incapable? La mâchoire de ma mère s'est contractée. J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas quand Camille a commencé à me poser autant de questions sur ma santé, sur le fait de savoir si j'étais parfois confuse ou si j'oubliais des choses. Elle semblait très intéressée de savoir si quelqu'un m'aidait à gérer mes finances. Que lui avez-vous répondu? La stricte vérité, que je gère mes propres affaires et que je l'ai toujours fait. La voix de ma mère portait cet acier silencieux que j'avais grandi en respectant. J'ai peut-être 68 ans, capitaine, mais j'ai toute ma tête. Le capitaine Laurent a pris des notes tandis que le procureur étudiait les documents financiers. Le versement de 45 000 € du groupe Moreau semblait particulièrement l'intéresser. Monsieur, a dit Mercier, quand avez-vous pris conscience de la véritable situation financière de mademoiselle Camille? J'ai soigneusement réfléchi à la question. Je savais que sa famille avait de l'argent, mais je ne savais pas à quel point Camille elle-même était endettée jusqu'à hier. Sa sœur a trouvé des relevés de cartes de crédit montrant qu'elle doit plus de 120 000 €. Le projet immobilier aurait donc réglé ses problèmes financiers. Plus que réglé. D'après les emails, sa part dans le développement du domaine de Valmont était censée s'élever à 10 millions d'euros. L'inspiration soudaine de ma mère a été le seul bruit dans la pièce pendant un instant. Madame, a repris le capitaine Laurent, nous tenons à ce que vous sachiez que nous prenons l'abus de faiblesse très au sérieux. Les documents falsifiés à eux seuls constituent des délits pénaux lourds. Combinés à la tentative d'escroquerie et au transfert d'argent déjà effectué, mademoiselle Camille risque une lourde peine de prison. Combien de temps? Ai-je demandé.
Jusqu'à 5 ans de prison ferme et de lourdes amendes, selon ce que nous découvrirons d'autres. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer toute la matinée, mais je l'avais ignoré jusqu'à présent. L'écran affichait 17 appels manqués de divers membres de la famille de Camille. Comme invoqué par mes pensées, il a sonné à nouveau. Arnaud. Antoine, ai-je dit au capitaine Laurent. C'est le père de Camille. Est-ce que ce serait utile que je décroche? Mettez le haut-parleur, a ordonné immédiatement le procureur Mercier. J'ai appuyé sur décrocher et sur le haut-parleur simultanément. Allô, Arnaud. Dieu merci. Il faut qu'on parle. Tout ça a pris des proportions ridicules. Je vous écoute. Écoute, je sais que Camille a fait des erreurs. On en fait tous. Mais impliquer la police, c'est aller trop loin. C'est une affaire de famille. Le capitaine Laurent et le procureur Mercier ont échangé un regard. Arnaud, ai-je dit calmement. Camille a falsifié des documents légaux et a essayé de voler la propriété de ma mère. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est un crime. Antoine, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. La carrière de Camille, tout son avenir. Tu vas la détruire pour ce qui n'est au fond qu'un malentendu. Un malentendu? Elle s'est laissée emporter en planifiant votre avenir ensemble. Ses intentions étaient bonnes, même si ses méthodes étaient discutables. Ma mère s'est penchée vers le téléphone, sa voix portant l'autorité de cette décennie à ne pas tolérer les absurdités. Monsieur, votre fille a essayé de me faire déclarer mentalement incapable et de me jeter dans un EHPAD pour pouvoir voler mes terres. Il n'y a rien de discutable dans ces méthodes. Elles étaient criminelles. Silence à l'autre bout du fil. Madame, la voix d'Arnaud était plus prudente maintenant. Je pense que vous avez peut-être mal compris les intentions de Camille. Je les ai parfaitement comprises. Elle m'a traité de bouseuse qui sent le fumier et a prévu de m'enfermer dans un établissement coûtant 7 000 € par mois pendant qu'elle vendait les terres de ma famille pour 40 millions. Nous ne connaissions pas la valeur de ces terres, a dit précipitamment Arnaud. Et si vous l'aviez su, vous m'auriez traité avec respect, la voix de ma mère aurait pu couper du verre. Monsieur, le respect n'est pas quelque chose que vous accordez aux gens en fonction de leur compte en banque. C'est quelque chose que vous leur accordez parce que ce sont des êtres humains. Un autre long silence. Antoine, a réessayé Arnaud. Qu'est-ce ce que tu veux? De l'argent? On peut arranger ça. Fixe ton prix. Le capitaine Laurent écrivait frénétiquement maintenant. Arnaud, ai-je répondu, je veux que Camille fasse face aux conséquences de ses actes. Je veux qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas détruire la vie des gens pour le profit, et je veux que vous sachiez que votre argent ne peut pas réparer ça. Tu fais une erreur. Ma famille a le bras long à Paris. Nous pouvons vous rendre la vie très difficile. Le procureur Mercier s'est penché vers le téléphone. Monsieur, ici Julien Mercier, procureur de la République adjoint. J'enregistre cette conversation, et ce que vous venez de dire ressemble beaucoup à une menace. Je vous conseille de choisir vos prochains mots très attentivement. La ligne a été coupée immédiatement. Eh bien, a dit sèchement le capitaine Laurent, c'était très instructif. À midi, la nouvelle de l'arrestation de Camille se répandait dans nos cercles comme une traînée de poudre. Mon téléphone sonnait constamment avec des appels d'amis, de collègues et de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde voulait savoir si les rumeurs étaient vraies. L'appel le plus satisfaisant est venu de Marc Moreau, du groupe Moreau Immobilier. Monsieur, je crois qu'il y a eu une certaine confusion concernant notre accord avec mademoiselle Camille. Nous aimerions discuter de la restitution des frais de consultation et de l'annulation de nos projets de développement. Monsieur Moreau, ai-je dit, il n'y a aucune confusion. Mademoiselle Camille a essayé de vous vendre une propriété qu'elle ne possédait pas en utilisant de faux documents. Je vous suggère de contacter vos avocats. Je vous en prie, monsieur. Nous n'avions aucune idée que les documents étaient frauduleux. Nous avons agi de bonne foi. J'en suis sûr. Mais la terre n'est pas à vendre. Elle ne l'a jamais été, et elle ne le sera jamais. L'après-midi même, Élodie a appelé avec des nouvelles qui n'auraient pas dû me surprendre, mais qui l'ont fait quand même. Antoine, il faut que tu saches ce qui se passe avec la famille de Camille. Ils sont en train de complètement s'effondrer. Comment ça? Sa mère est furieuse. Pas contre toi, contre Camille. Apparemment, elle a utilisé l'argent de la famille pour faire ce paiement initial au promoteur immobilier sans le dire à personne.
Elle a volé ses propres parents pour financer son projet. Je me suis assis lourdement dans le fauteuil de mon père. Combien? 45 000 € de son compte fiduciaire, plus 30 000 € provenant de la collection de bijoux de sa mère. Elle a vendu des pièces et a prétendu qu'elle avait été volée. La compagnie d'assurance enquête. Donc, elle n'a pas seulement essayé de voler ma mère. Elle a aussi volé sa propre famille. C'est pire. Les associés de son père ont découvert les accusations criminelles. Ils le forcent à démissionner du conseil d'administration de l'entreprise. Quelque chose à propos du fait de ne pas vouloir être associé à une famille impliquée dans un scandale d'abus sur personnes vulnérables. Pendant que Élodie parlait, j'ai réalisé que la chute de Camille était totale. Elle n'avait pas seulement perdu mon amour et la fortune de ma mère. Elle avait perdu le soutien de sa famille, leur appui financier, leur statut social. Tout ce qui comptait pour elle avait disparu. Mais l'appel le plus révélateur est venu ce soir-là de Camille elle-même. Antoine, sa voix était à peine reconnaissable, creuse et désespérée. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je rendrai l'argent. Je m'excuserai publiquement. Je plaiderai coupable et j'accepterai n'importe quelle peine. Mais s'il te plaît, ne les laisse pas détruire ma famille aussi. Camille, ai-je dit doucement. Ta famille se détruit toute seule. Je ne fais rien d'autre que dire la vérité. J'ai fait une erreur. Une seule erreur. Tu n'as jamais fait d'erreur? Traiter ma mère de bouseuse n'était pas une erreur, Camille. Falsifier des documents n'était pas une erreur. Vendre des terres que tu ne possédais pas n'était pas une erreur. Prévoir d'emprisonner une femme innocente n'était pas une erreur. C'était des choix. Des choix qui ont montré exactement qui tu es. Je t'aimais, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit fermement. Tu aimais ce que tu pensais que je pouvais t'offrir. Tu ne m'as jamais aimé. Antoine, s'il te plaît. Camille, tu as fait ton choix quand tu as décidé que ma mère était un déchet jetable. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Dehors, le soleil se couchait sur la terre qui appartenait à ma famille depuis 4 générations. La terre qui resterait dans ma famille pour les générations à venir, la terre que Camille ne toucherait jamais. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte avec 2 tasses de café chaud, sa solution habituelle pour les journées difficiles. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé. Libre, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Demain apporterait de nouvelles procédures judiciaires, de nouvelles questions, de nouvelles conséquences pour les actions de Camille. Mais ce soir, j'étais exactement là où je devais être, chez moi. 6 mois plus tard, je me tenais dans la petite église de notre village en Normandie. Mais cette fois, les circonstances ne pouvaient pas être plus différentes. Au lieu des décorations élaborées et du luxe forcé de cette journée de juin à Paris, l'église était simplement parée des fleurs d'automne que ma mère avait cultivées elle-même. Au lieu de 260 invités, il y avait 37 personnes qui comptaient vraiment pour nous. Et au lieu de Camille devant l'autel, il y avait Sophie. Sophie Laurent, la capitaine de police qui avait géré l'affaire de Camille, la femme qui avait passé des heures avec ma mère à prendre sa déposition et qui avait été tellement touchée par sa dignité qu'elle avait commencé à visiter la ferme le week-end, prétendument pour faire le point sur l'affaire, mais en réalité parce qu'elle était tombée amoureuse de la paix et de l'authenticité qu'elle y avait trouvée. La femme qui avait regardé notre simple maison normande et avait dit que c'était la plus belle maison qu'elle ait jamais vue. La femme qui avait rencontré ma mère et lui avait immédiatement demandé la recette de sa tarte aux pommes. La femme qui avait vu la valeur de ce que nous avions construit sans rien savoir de l'argent qui se cachait derrière. J'avais invité Sophie à dîner 3 mois plus tôt, après que la condamnation de Camille ait été prononcée. 4 ans de prison ferme pour abus de faiblesse, faux et usage de faux, et escroquerie. La famille de Camille avait essayé d'utiliser son influence pour obtenir une peine plus légère, mais l'enquête minutieuse du capitaine Laurent avait mis au jour 2 autres victimes âgées que Camille avait ciblées les années précédentes. Le schéma de comportement prédateur rendait tout aménagement de peine impossible. Sophie avait accepté mon invitation à dîner, mais seulement après avoir clairement fait comprendre qu'elle s'intéressait à Antoine l'ingénieur, pas à Antoine l'héritier de millions. « J'ai besoin que tu saches », avait-elle dit ce premier soir autour d'un café au bistrot du coin. J'aurais été tout aussi intéressé si ta mère avait été une femme pauvre avec 1 hectare de terre plutôt qu'une femme riche avec 1200 hectares. Comment puis-je savoir que c'est vrai? Parce que, Sophie avait souri, j'achète mes légumes au stand de ta mère sur le marché depuis 2 ans, et je suis un peu tombée amoureuse de ta famille chaque samedi matin,
bien avant de connaître l'histoire de l'argent. C'est là que j'ai su que Sophie était différente. Elle avait vu la vraie valeur de ce que nous avions, l'amour, la loyauté, la connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, avant même de connaître notre valeur financière. Maintenant, en la regardant descendre l'allée dans une simple robe bleue qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, je ressentais ce que j'aurais dû ressentir il y a 6 mois. Une paix absolue, une certitude totale, la conviction que je choisissais exactement la bonne personne pour exactement les bonnes raisons. Ma mère était assise au premier rang, portant une nouvelle robe qu'elle avait réellement achetée pour l'occasion au lieu de la coudre elle-même. Les 6 derniers mois l'avaient changée de manière subtile. Non pas à cause de l'argent, elle vivait toujours la même vie simple qu'avant, mais parce qu'elle se sentait enfin valorisée pour ce qu'elle était, au lieu d'être critiquée pour ce qu'elle n'était pas. Les procédures judiciaires l'avaient totalement disculpée. Le docteur Dubois, son vrai médecin, avait témoigné que ma mère était en parfaite santé mentale et plus que capable de gérer ses propres affaires. Le juge avait qualifié le plan de Camille de forme particulièrement abjecte d'abus sur personne vulnérable, ciblant une femme dont le seul crime était de vivre modestement malgré sa richesse. Alors que Sophie atteignait l'hôtel, j'ai pensé à quel point ce moment semblait différent de cette horrible journée de juin. Il n'y avait aucune tension, aucun sous-entendu de jugement, aucune impression que les gens jouaient des rôles au lieu de célébrer un amour véritable. Mes bien chers frères, a commencé le prêtre, et cette fois, les mots semblaient sacrés au lieu de sonner creux. Après la cérémonie, notre réception s'est tenue à la ferme. Des tables étaient installées dans la grange, décorées de fleurs sauvages et de pots en verre remplis de guirlandes lumineuses. Les collègues policiers de Sophie se mêlaient à mes amis ingénieurs et aux agriculteurs voisins qui étaient devenus la famille de cœur de ma mère au fil des ans. Élodie était là aussi, étant devenue une amie inattendue après avoir aidé à dénoncer les crimes de sa sœur. Elle avait témoigné au procès de Camille et avait joué un rôle déterminant pour aider les autorités à comprendre toute l'étendue de la conspiration. « Je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un qui te mérite », m'a-t-elle dit alors que nous regardions Sophie aider ma mère à servir la tarte aux pommes faite maison aux invités. « Je suis heureux d'avoir appris la différence entre l'amour et la manipulation avant qu'il ne soit trop tard, ai-je répondu. Alors que la soirée touchait à sa fin, Sophie et moi sommes allés nous promener dans les champs qui appartenaient à ma famille depuis 4 générations. L'air d'octobre était vif, le ciel dégagé et rempli d'étoiles qu'on ne pouvait pas voir depuis la ville. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» lui ai-je demandé. La vie avec un fil de fermier. Sophie a ri, ce rire sincère qui m'avait fait tomber amoureux d'elle. Antoine, j'ai passé 15 ans à m'occuper de criminels, d'escrocs et de gens qui mentent pour gagner leur vie. Tu crois que je ne peux pas gérer un homme honnête qui sait travailler de ses mains? Nous nous sommes arrêtés près du vieux chêne où mon père avait demandé ma mère en mariage 45 ans plus tôt. Le même chêne où il m'avait appris à grimper, où il m'avait expliqué l'importance d'avoir des racines tout en cherchant à atteindre le ciel. Sophie, ai-je dit en prenant ses mains dans les miennes. Il faut que je te dise quelque chose à propos de l'argent? Antoine, on en a déjà parlé. Écoute-moi. L'argent ne change rien à la façon dont nous allons vivre. Ma mère est en train de créer une fondation pour aider d'autres personnes âgées à se protéger de l'exploitation financière. La majeure partie des revenus annuels de la terre ira à ça. Nous vivrons confortablement, mais nous vivrons simplement. Sophie a souri. Tant mieux. Je ne suis pas tombée amoureuse d'un homme riche. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui a annulé son propre mariage pour protéger sa mère. Et moi, j'étais tombé amoureux d'une femme qui avait vu la valeur de ma famille avant de connaître notre compte en banque. Alors que nous retournions vers la maison où ma mère rangeait la dernière vaisselle avec l'efficacité de quelqu'un qui organisait des rassemblements depuis 40 ans, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé pendant mes 3 années avec Camille. Du contentement. Pas le besoin désespéré de prouver que j'étais digne d'être aimé. Pas l'anxiété de devoir correspondre à la vision de la réussite de quelqu'un d'autre. Juste la satisfaction tranquille d'être exactement là où je devais être, avec la bonne personne. Mon téléphone, que j'avais laissé dans la maison pendant la cérémonie, affichait plusieurs appels manqués de numéros inconnus. Le procès avait généré suffisamment d'attention médiatique pour que des journalistes appellent encore de temps en temps à la recherche d'interviews sur l'arnaque à l'héritage qui avait choqué notre paisible communauté. Il y avait aussi un message du directeur de la prison où Camille purgeait sa peine. Il disait qu'elle demandait à me voir. Qu'elle voulait s'excuser en personne. J'ai supprimé le message sans aucune hésitation. Certains ponts, une fois brûlés, n'ont pas besoin d'être reconstruits. Sophie m'a remarqué en train de regarder mon téléphone. Tout va bien? Tout est parfait.
Et pour la première fois de ma vie d'adulte, c'était complètement vrai. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant. Sophie et moi allions passer notre nuit de noces à la ferme avant de partir pour une lune de miel simple à la montagne. Je me suis réveillé avec l'odeur du café de ma mère et le son des rires de femmes venant de la cuisine. J'ai trouvé ma mère et ma nouvelle épouse assises à la table de la cuisine qui avait été le centre de mon monde pendant 44 ans, en train de planifier des améliorations pour la fondation qui aiderait d'autres familles à éviter ce que nous avions failli vivre. Nous pensions, a dit ma mère, l'appeler la Fondation Madeleine et Sophie pour les familles nécessitant une protection. Promettez-moi juste, ai-je dit en m'asseyant avec ma propre tasse de café, que quoi que nous construisions, nous le gardions simple. Que nous restions authentiques. Antoine, a dit Sophie en tendant la main à travers la table pour prendre la mienne. Nous ne saurions pas faire autrement. Dehors, le soleil d'automne se levait sur des terres qui appartenaient à ma famille depuis que mon arrière-grand-père avait eu la vision d'acheter 1200 hectares quand personne d'autre n'en comprenait la valeur. Des terres qui avaient soutenu 4 générations et en soutiendraient 4 autres. Des terres que Camille n'avait vues que comme un potentiel de profit, mais dont Sophie comprenait qu'elle était quelque chose de bien plus précieux, un foyer. 3 ans plus tard, j'ai reçu un dernier appel concernant Camille. Elle était libérée sur parole, ayant purgé sa peine minimale. L'appelant était son agent de probation, m'informant par courtoisie qu'elle avait été assignée à un foyer de transition dans une ville à 300 km de là. Elle ne sera pas autorisée à vous contacter, ni vous ni votre famille, m'a-t-il assuré. Et elle a l'obligation de suivre une thérapie pour les délits financiers et les troubles de la manipulation. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis je me suis dirigé vers la fenêtre d'où je pouvais voir Sophie apprendre à notre fille de 6 mois à marcher dans le potager que ma mère avait planté. 3 générations de femmes, chacune apprenant à la suivante la valeur de l'amour authentique et du travail honnête. Camille était le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Elle l'avait toujours été, en réalité. J'avais juste été trop aveuglé par ce que je croyais être de l'amour pour le voir. Mais maintenant, je connaissais la différence. L'amour n'était pas une manipulation déguisée en affection. L'amour n'était pas conditionné à votre utilité pour les projets de quelqu'un d'autre. L'amour n'était pas quelque chose que l'on devait mériter en étant quelqu'un que l'on n'était pas. L'amour, c'était Sophie s'endormant en lisant des magazines agricoles parce qu'elle voulait comprendre mon monde. L'amour, c'était ma mère apprenant à Sophie à faire des conserves de légumes parce qu'elle voulait partager son savoir. L'amour, c'était nous 3 travaillant ensemble pour construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui comptait vraiment. En regardant ma femme et ma fille jouer dans la terre qui avait nourri ma famille pendant des générations, j'ai réalisé que Camille m'avait en fait rendu service. Elle m'avait montré sa vraie nature avant que je n'engage ma vie avec quelqu'un qui voyait ma famille comme des obstacles à éliminer. La ferme prospérait maintenant, gérée avec des pratiques durables qui honoraient à la fois la terre et le profit qu'elle générait. La fondation aidait des dizaines de familles à se protéger des prédateurs financiers. Sophie avait pris une retraite anticipée de la police pour se consacrer à son travail associatif et élever notre fille sur les terres qui seraient un jour les siennes. Et j'avais appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais aux personnes qui choisissent de vous aimer pour ce que vous êtes plutôt que pour ce que vous pouvez leur apporter. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le coucher de soleil peindre nos champs en or, Sophie m'a demandé si je me demandais parfois ce qui se serait passé si Camille n'avait pas montré sa vraie nature au mariage. Jamais, ai-je répondu, et je le pensais sincèrement. Parce que si elle ne s'était pas révélée à ce moment-là, elle l'aurait fait un jour ou l'autre, et il aurait alors peut-être été trop tard pour protéger ma mère, trop tard pour construire cette vie avec toi. Crois-tu qu'elle a appris quelque chose de ce qui s'est passé? J'ai considéré la question avec sérieux. Je l'espère, mais qu'elle l'ait fait ou non, ce n'est plus ma responsabilité. Sophie a hoché la tête, avec cette compréhension propre aux personnes qui ont vu le pire de la nature humaine. L'important, c'est que ta mère est en sécurité, que nous sommes ici et que nous sommes heureux. L'important, ai-je dit en regardant ma fille dormir paisiblement dans les bras de Sophie, c'est que nous nous sommes choisis pour les bonnes raisons. Alors que les étoiles commençaient à briller au-dessus du domaine de Valmont, au-dessus des terres préservées pour une nouvelle génération, j'ai ressenti quelque chose que Camille n'aurait jamais pu m'offrir, peu importe la somme d'argent à laquelle elle aurait eu accès. Je me sentais complet. Non pas parce que j'avais hérité d'une fortune, mais parce que j'avais hérité de quelque chose de bien plus précieux, la connaissance de ce à quoi ressemble le véritable amour, et le courage de le choisir avant tout le reste. La ferme continuerait. La fondation grandirait. Ma fille apprendrait à valoriser le caractère plutôt que le capital, l'authenticité plutôt que l'apparence.
Et quelque part dans un foyer de transition à 300 km de là, Camille devrait vivre avec les conséquences d'avoir choisi la cupidité plutôt que l'amour, la manipulation plutôt qu'une connexion sincère. Mais c'était son histoire, maintenant. Celle-ci était la mienne. Et c'était très exactement l'histoire que j'étais destiné à vivre.